Bonjour et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Simone de Beauvoir, où nous allons parler essentiellement de son ouvrage Le deuxième sexe, et plus particulièrement du deuxième tome consacré à l'expérience vécue, ainsi qu'au premier chapitre consacré à l'enfance. Tout d'abord, pourquoi finalement consacrer un enregistrement à Simone de Beauvoir ? Eh bien parce que c'est une auteure qui a joué un rôle décisif dans la manière de penser l'identité personnelle au siècle précédent, et qu'il est nécessaire d'y revenir si l'on veut mieux comprendre les réflexions autour du genre et autres éléments théoriques contemporains qui suscitent bien souvent l'incompréhension et le rejet d'une large part du public. D'autre part, Simone de Beauvoir est une philosophe qui a marqué son époque et joué un rôle essentiel dans le cadre du courant existentialiste, et il est donc nécessaire que je l'aborde sur ma chaîne si je veux que celle-ci soit aussi complète que possible. Je tiens à préciser avant toute chose que je serai aussi neutre que possible, et que je ne chercherai nullement à créer de polémiques inutiles. Je suis uniquement là pour donner quelques outils afin d'alimenter la réflexion, tout en évitant de trahir la pensée des auteurs, afin de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Aussi, je m'appuierai directement sur un extrait du chapitre que j'ai indiqué, et je montrerai quel est l'apport de Simone de Beauvoir dans notre façon de penser à la fois l'identité personnelle et la conscience que l'on a de soi à partir du regard de l'autre. Parce que c'est sur ce terrain-là que Simone de Beauvoir apporte un petit quelque chose. Avant d'aller plus loin, un minimum de contextualisation s'impose. Simone de Beauvoir est connue pour avoir été la compagne, ou en tout cas la concubine régulière de Sartre, et une figure importante de l'existentialisme et du féminisme français. Toutefois, il serait plus exact de dire que c'est la pensée de Simone de Beauvoir qui a été récupérée par le féminisme, car Simone de Beauvoir n'a pas sorti le deuxième sexe dans un but officiellement militant ou dénonciateur. En 1949, date à laquelle est sorti l'ouvrage en question, la situation de la femme n'avait absolument rien à voir avec celle que nous connaissons. Pour rappel, elles avaient le droit de vote depuis peu, mais leur compte en banque n'était toujours pas séparé de celui de leur époux, et elles ne jouissaient donc pas d'une réelle autonomie financière. Il faudra attendre 1965 pour cela. Je fais ce bref rappel historique, parce que sinon il y aura des gens un peu justes qui trouveront soit que Simone de Beauvoir en fait trop, soit qu'elle a bien raison, alors qu'en réalité le modèle patriarcal qui sert de norme économique et sociale à l'époque n'a strictement plus rien à voir avec aujourd'hui en France. Mais de toute façon, le but premier du deuxième sexe n'est pas de dénoncer les injustices dont sont victimes les femmes, mais de mieux comprendre ce que nous considérons comme étant féminin ou masculin. Le fait que l'ouvrage se nomme Le deuxième sexe renvoie au fait que la femme a été pensée par l'homme comme le sexe second, c'est-à-dire comme une sorte d'individu secondaire qui serait dévalorisé par rapport au premier sexe qui serait l'homme. En gros, c'est le sexe qui vient après. La question est toutefois de déterminer si le sexe que nous possédons joue un rôle déterminant dans notre identité, et si, par conséquent, on peut considérer la femme comme un homme sans pénis, par exemple. En effet, le genre de pensée auquel s'oppose Beauvoir est un genre de pensée essentialiste qui tend à faire de l'homme ou de la femme des essences. Autrement dit, il y aurait une idée, au sens platonicien du terme, de l'homme ou de la femme qui leur conférerait des propriétés immuables, et nous serions donc hommes ou femmes dès la naissance, que ça nous plaise ou non, car nous participons d'une essence universelle de ce qu'est un homme ou une femme. Toutefois, ce n'est pas tellement une conception idéaliste que Simone de Beauvoir attaque, ici, mais une conception essentialiste qui s'appuierait sur la biologie. Par exemple, j'ai beau avoir une grosse voix, on l'aura remarqué, de larges épaules, mesurer 1m92 et peser aux alentours de 97 kg, ce ne sont pas ces éléments liés à mon métabolisme physique, à la présence de la testostérone qui est en moi, qui me détermine en tant qu'homme. Tout du moins, cela me détermine en tant qu'homme, on va pas se mentir, mais seulement du point de vue d'une identité dite biologique. En effet, Simone de Beauvoir commence à examiner
la question de l'identité personnelle au niveau biologique dès le début du premier tome, et elle se penche notamment sur la différence de constitution physique entre mâle et femelle, du règne animal. Elle observe ainsi qu'il y a de nombreuses espèces où l'on peut observer un dimorphisme sexuel, où la femelle a naturellement plus de force ou d'envergure que le mâle, la menthe religieuse par exemple, mais elle admet tout de même que chez les mammifères on constate une plus grande force chez le mâle par rapport à la femelle, ce qui ne justifie toutefois pas le rapport de domination que le mâle exerce sur celle-ci, ni la supériorité masculine dès que nous parlons de l'espèce humaine. Pourquoi ? Après tout, on pourrait se dire que nous sommes des animaux parmi d'autres et considérer que l'homme ne fait que suivre les tendances déjà présentes dans la nature, lorsqu'il fait de la femme sa chose et prend le dessus sur elle, mais justement, l'homme n'est pas un être purement naturel, il est aussi un être de culture. En effet, la biologie, selon Beauvoir, ne permet pas d'expliquer la diversité des normes sociales et culturelles qui varient d'une civilisation à l'autre, ni l'image que nous avons de la masculinité et de la féminité. On peut s'appuyer sur la biologie pour établir des différences sexuelles de constitution au niveau strictement organique, mais ça ne va pas plus loin. Pour le dire de façon simple, Simone de Beauvoir ne rejette pas toute donnée biologique qui pourrait expliquer nos différences de comportement, mais elle considère comme non essentiel le déterminisme lié à notre métabolisme du fait de la dimension culturelle de l'homme qui le différencie du reste du règne animal, ainsi que le fait que nous soyons dotés d'un libre arbitre. Pour reprendre mon exemple précédent, j'ai beau être un grand gaillard à la voix grave qui coche la plupart des cases que l'on attribue d'ordinaire à la virilité, je pourrais tout aussi bien m'en affranchir et choisir de me comporter conformément à des codes sociaux dits féminins si l'envie m'en prend. C'est pas près d'arriver, Philoman n'est pas près de devenir Philo-woman, mais il n'empêche que je le pourrais. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais justement, il ne faut pas confondre identité au sens biologique et identité au sens social. Sinon, on va mal partir. Pour mieux comprendre ce point et le sens de cette distinction fondamentale, il faut rappeler que Beauvoir se situe dans le prolongement de Sartre, qui considère que l'existence précède l'essence, et donc que le sujet n'est que ce qu'il choisit d'être à travers ses actes. Aussi, quand Simone de Beauvoir dit cette phrase qui demeure sa punchline la plus célèbre, « On ne naît pas femme, on le devient », page 13 du tome 2 sur lequel je m'appuie à présent, elle veut dire que ce n'est pas ce que la femme a reçu comme sexe à la naissance qui la conditionne, c'est le choix qu'elle fait face au regard de l'autre, le choix qu'elle fera ou non de se conformer aux attentes de la société par rapport à ce que l'on estime être masculin ou féminin. Il y a donc cette idée essentielle que l'on retrouve aussi chez Sartre, et qui est que l'on se définit par rapport au regard d'autrui, relativement aux attentes qu'il peut avoir sur ce que nous sommes du point de vue de l'apparence. Autrement dit, le genre féminin ou masculin n'a rien à voir avec une essence reçue à la naissance et déterminée par notre sexe biologique si nous le considérons du point de vue social et culturel. Pour le dire simplement, Simone de Beauvoir n'est pas starbée dans le sens où elle ne nie pas le sexe de l'individu, qui constitue son état civil, encore heureux. Elle veut simplement dire que quand on parle d'homme ou de femme, de garçon ou de fille, on ne parle pas exclusivement de sexe au niveau biologique, mais de comportement dit masculin ou féminin. Et la catégorisation masculine ou féminine a lieu à partir de stéréotypes qui sont façonnés par une sorte de conditionnement éducatif. C'est ce que Simone de Beauvoir essaye de montrer dans l'extrait que je vais lire à présent, consacré à l'enfance. Je cite « Ainsi, la passivité qui caractérisera essentiellement la femme féminine est un trait qui se développe en elle dès ses premières années. Mais il est faux de prétendre que c'est là une donnée biologique. En vérité, c'est un destin qui lui est imposé par ses éducateurs et par la société. L'immense chance du garçon, c'est que sa manière d'exister pour autrui l'encourage à se poser pour soi.
Il fait l'apprentissage de son existence comme libre mouvement vers le monde. Il rivalise de dureté et d'indépendance avec les autres garçons, il méprise les filles, grimpant aux arbres, se battant avec des camarades, les affrontant dans des jeux violents, il saisit son corps comme un moyen de dominer la nature et un instrument de combat. Il s'enorgueillit de ses muscles, comme de son sexe, à travers jeux, sports, luttes, défis, épreuves. Il trouve un emploi équilibré de ses forces, en même temps, il connaît les leçons sévères de la violence. Il apprend à encaisser les coups, à mépriser la douleur, à refuser les larmes du premier âge. Il entreprend, il invente, il ose. Certes, il s'éprouve aussi comme pour autrui. Il met en question sa virilité, et il s'ensuit par rapport aux adultes et aux camarades bien des problèmes. Mais ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre le souci de cette figure objective qui est sienne et sa volonté de s'affirmer dans des projets concrets. C'est en faisant ce qu'il se fait être d'un seul mouvement. Au contraire, chez la femme, il y a au départ un conflit entre son existence autonome et son être autre. On lui apprend que pour plaire, il faut chercher à plaire, il faut se faire objet, elle doit donc renoncer à son autonomie, on la traite comme une poupée vivante, et on lui refuse sa liberté. Ainsi se noue un cercle vicieux, car moins elle exercera sa liberté pour comprendre, saisir et découvrir le monde qui l'entoure, moins elle trouvera en lui de ressources, moins elle osera s'affirmer comme sujet. Si on l'y encourageait, elle pourrait manifester la même exubérance vivante, la même curiosité, le même esprit d'initiative, la même hardiesse qu'un garçon. C'est ce qui arrive parfois quand on lui donne une formation virile, beaucoup de problèmes lui sont alors épargnés. Il est intéressant de noter que c'est là le genre d'éducation qu'un père dispense volontiers à sa fille. Les femmes élevées par un homme échappent en grande partie au tard de la féminité. Mais les mœurs s'opposent à ce que l'on traite les filles tout à fait comme des garçons. Fin de citation. Ici, Simone de Beauvoir donne un outil pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'inégalité des chances entre les hommes et les femmes peut être entravée par une forme de conditionnement, ou au contraire perpétuée justement par celui-ci, dans la mesure où dès l'enfance, les hommes seraient élevés selon des normes conduisant au dépassement de soi, à l'inverse des filles. Ainsi, le garçon serait éduqué de façon à mieux résister à l'effort physique, à développer une forme de combativité, à se poser face aux autres en s'imposant, à mépriser ce que l'on attribue aux petites filles, car synonyme de passivité et de faiblesse, tu seras viril mon fils, hein, pourrait-on dire, tandis que la petite fille au contraire sera élevée dans l'optique d'être docile, douce, humble. Mais ce qui est fondamental, c'est que contrairement au garçon, elle n'est pas élevée pour se plaire à elle-même, mais pour recevoir son approbation du regard des autres. Elle dit que le garçon reçoit aussi cette approbation du regard des autres, puisqu'il est toujours soucieux de sa virilité, mais la fille, son amour d'elle-même est vraiment intrinsèquement, exclusivement lié à celui-là. Elle cherche à être aussi belle que possible, car elle ne pourra s'aimer qu'en étant aimée des autres et suscitant le désir du regard masculin. De fait, les codes liés à la virilité, tels que le courage, la résistance à l'effort, la volonté de s'imposer et de créer, sont arbitrairement donnés à l'individu, selon qu'il soit un garçon ou une fille, sachant que si c'est une fille, elle recevra un type d'éducation qui faussera d'emblée la possibilité pour cette dernière d'égaler les garçons plus tard et de faire aussi bien qu'eux. Je pense que si Simone de Beauvoir ici dit que les hommes ont tendance à éduquer les filles davantage de manière masculine, c'est certainement parce que ils ont été éduqués de cette façon-là et donc ils reproduisent ce qu'ils ont connu. Mais c'est vrai que si on accorde l'éducation de la fille à la femme, pour Beauvoir, elle reproduira une éducation qui correspondra à ce qu'elle a reçu. Donc il y aurait en fait une reproduction des codes qui ont été reçus durant l'enfance
à chaque fois qu'un parent éduque un enfant. Ici, Beauvoir insiste donc sur la dimension culturelle et relative des stéréotypes liés au genre, qui ne servent qu'à imposer la norme patriarcale comme une évidence dès l'enfance et à perpétuer la domination de l'homme sur la femme par la suite. Cette dimension artificielle étant mise en valeur par le fait que si une fille reçoit un type d'éducation dit viril, elle sera aussi forte, courageuse et entreprenante qu'un homme plus tard. On n'élève pas une fille comme on élève un garçon, quand bien même l'éducation du garçon lui sera davantage profitable plus tard comparée à celle de la fille, car la société en a décidé ainsi. On pourrait toutefois se demander si, par conséquent, la femme est rendue femme par son éducation, et s'il en va de même pour l'homme. Sommes-nous le résultat, à strictement parler, de notre éducation ? On peut même se dire que, finalement, Simone de Beauvoir fait l'apologie de la virilité et de la masculinité face à la féminité, et qu'elle encourage les femmes à ressembler autant que possible à des hommes, du point de vue social, plutôt qu'à des femmes. En réalité, c'est plus subtil que ça. Simone de Beauvoir ne dit pas que les femmes doivent se comporter comme des hommes, ou qu'elles doivent chercher à les dominer à leur tour, par exemple, ce qui serait complètement stupide, seulement que les femmes doivent prendre conscience de ce conditionnement éducatif et assumer leur liberté d'être ou de ne pas être telles que les mœurs de la société veulent qu'elles soient. Si une femme pense que sa place c'est à la maison, à la cuisine, et qu'elle fait le choix d'être femme au foyer, sans que cela provienne d'une injonction ou d'une quelconque forme de manipulation, alors il n'y a pas de problème avec cela. L'essentiel du message de Simone de Beauvoir est simplement que nous naissons tous avec un sexe différent, mais que l'essentiel de la différence entre l'homme et la femme est creusé par les attentes de la société régies par des codes. Toutefois, prescrire aux femmes comment elles devraient se comporter ou non serait contradictoire. Et il y a une multitude de façons de penser sa féminité ou sa masculinité, et l'essentiel est de se sentir à l'aise avec cette dernière, y compris si cela implique de s'éloigner des schémas traditionnels. La présente réflexion de Simone de Beauvoir nous amènera donc à nous questionner prochainement sur la dimension artificielle de l'identité personnelle, et si finalement ces codes sociaux sont bel et bien liés à la recherche de l'approbation du regard d'autrui. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et vous dis à très bientôt.